Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Les ambitions politiques du président du Front populaire ivoirien Pascal Affi-N'Guessan en vue de la présidentielle ivoirienne de 2025. L'ancien Premier ministre, désormais rival de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo, envisage une possible candidature à la magistrature suprême. La réaction de la coalition des Patriotes pour le changement en Centrafrique après le cessez-le-feu unilatéral immédiat décrété par le président Faustin Archange Touadéra le 15 octobre, une mesure qui aurait déjà été violée par les forces loyalistes selon la coalition rebelle. Et le lancement de l'opération Coup de poing au Congo en vue d'accélérer la campagne de vaccination contre le coronavirus. Objectif des autorités, vacciner au moins 750 000 personnes. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, Mekele est de nouveau touché par des frappes aériennes. Ce mercredi, un nouveau bombardement a visé la capitale de la région du Tigré en Éthiopie. Une attaque qui intervient 2 jours seulement après les frappes de ce lundi. Le chef du service de communication du gouvernement, Léguessé Toulou, indiquait que ce sont des installations transformées en centres de fabrication d'armes par les rebelles du TPLF qui étaient visés. Pour l'heure, le bilan humain n'est pas encore connu. Rappelons que les bombardements de ce lundi ont causé la mort d'au moins 3 personnes selon une source hospitalière. Si la présidentielle de 2025 semble encore loin en Côte d'Ivoire, certains ténors de la scène politique affichent déjà leurs ambitions. Le président du Front populaire ivoirien Pascal Affi-N'Guessan pourrait présenter sa candidature à la magistrature suprême. L'ancien Premier ministre se prépare d'ailleurs à tenir le congrès extraordinaire de son parti le 13 novembre prochain. Plus de précisions avec Victoria Sedji. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, a annoncé ce lundi 18 octobre qu'il sera candidat à la candidature du FPI pour l'élection présidentielle ivoirienne de 2025. Sa candidature s'annonce au lendemain du congrès constitutif du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, la nouvelle formation politique de son ex-mentor, l'ancien président Laurent Gbagbo, qui en est le président après avoir abandonné son ancien parti, le Front populaire ivoirien, aux mains de Pascal Affi-N'Guessan. Je serai candidat à la candidature et si mes camarades continuent de me faire confiance, certainement que je représenterai le parti à l'élection présidentielle. Nous restons dans la dynamique du Front populaire ivoirien, dans la vision du Front populaire ivoirien et puis nous préparons notre candidature pour présenter aux Ivoiriens un projet politique, celui que nous avons d'ailleurs élaboré en 2020, mais que nous n'avons pas pu présenter compte tenu du contexte. Pascal Affi-N'Guessan prépare donc le congrès du FPI qu'il a annoncé pour le 13 novembre 2021. Un congrès de remobilisation des militants et de redéfinition de l'identité idéologique du Front populaire ivoirien et de ses valeurs. Le parti qui est désormais profondément divisé fera en sorte qu'il soit bien implanté pour préparer l'échéance de 2025, a-t-il soutenu. Avec son ex-mentor Laurent Gbagbo, la rupture est consommée, la page d'une tentative d'unité désormais tournée, a-t-il fait savoir. Dans cette configuration donc, Pascal Affi-N'Guessan et Laurent Gbagbo deviennent des rivaux, c'est l'ironie de l'histoire. Et Pascal Affi-N'Guessan a l'avantage d'être issu d'une nouvelle génération pendant que, même si lui aussi court vers les 70 ans, il est en tout cas dans la soixantaine et donc il a cet avantage. Mais je pense que ce sera difficile pour lui de contrecarrer la popularité, la légitimité historique, la carrure de Laurent Gbagbo. Il ne faut pas être dupe sur ce sujet-là. Ministre et chef du gouvernement sous le régime de l'ancien président Laurent Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan jouait un rôle crucial au FPI, 3 fois candidat à la présidentielle ivoirienne. Sous la bannière du FPI, dont il tient les rênes après une décision de justice rendue en 2014, il est arrivé 2e à la présidentielle de 2015 avec 9,2% des voix. Lors de la dernière présidentielle de 2020, sa candidature avait été recalée.
Dans l'actualité également, le renforcement de la coopération bilatérale entre le Nigeria et la Turquie. Les deux pays ont scellé au total 7 accords. Parmi les secteurs concernés, celui de la métallurgie, des finances, de l'énergie ou encore de la défense. Ces partenariats ont été signés à l'occasion de la visite du président Recep Tayyip Erdogan à Abuja. En tournée africaine, le chef de l'État turc a été reçu ce mercredi par le président Muhammadu Buhari. La veille, il était en visite au Togo. Il s'est entretenu avec son homologue Faure Gnassingbé, mais aussi avec les dirigeants du Burkina Faso et du Libéria, Roch-Marc Christian Kaboré et Georges Weah. La 20e conférence de l'Observatoire international de la démocratie participative s'est ouverte ce 20 octobre dans la commune de Cocody en Côte d'Ivoire. Un événement placé cette année sous le thème Ville, territoire durable et démocratie participative. Pendant 2 jours, plusieurs axes seront abordés, parmi lesquels développement économique local ou encore environnement et participation. Reportage de notre correspondant Bijouno Menio. Les défis démographiques des villes d'Afrique subsaharienne sont énormes, notamment sur le plan climatique. Ces dernières années, la consommation énergétique des villes africaines est en forte croissance, avec de forts impacts sur le changement climatique. Une problématique inquiétante pour l'avenir des écosystèmes, d'où l'inquiétude des maires des villes africaines réunies à Abidjan. Plus que jamais, ces administrateurs communaux conjuguent les efforts pour la réduction des dégâts climatiques sur les villes afin de favoriser l'essor des communes durables, participatives et citoyennes dans la gestion des problématiques environnementales. Ce qu'on demande aux gens, c'est de tout ce que vous allez utiliser comme ressources, il faut faire en sorte qu'il en reste pour que les générations futures puissent elles aussi en utiliser. Voilà, schématiser de quoi il s'agit. Quand vous l'appliquez à la ville, vous avez dit qu'il faut faire en sorte que votre ville ne pollue pas, ne tue pas, que la ville ne s'étende pas indéfiniment, etc., etc. Selon les experts, la consommation énergétique des zones urbaines de l'Afrique subsaharienne est aujourd'hui responsable de 64 à 74% des émissions de CO2 de la région. L'occasion des assises de l'Observatoire international de démocratie participative vise à éveiller les consciences africaines sur la préservation de la biodiversité, la gestion des déchets et l'assainissement des villes. L'objectif est d'offrir aux villes africaines un environnement écologique sain. C'est l'environnement, l'amélioration de notre environnement, l'amélioration de nos habitats, l'amélioration et la fluidité routière et aussi pouvoir gérer les prochaines fois toutes ces crises, par exemple la pandémie du coronavirus qui nous est tombée dessus depuis 2020, comment nous allons gérer les crises pour le temps futur. Voilà. Selon les experts, l'enjeu et les conditions d'implantation d'une véritable démocratie participative des villes africaines sera possible par l'implication des populations dans la gestion de leur collectivité. Un changement positif attendu pour la réalisation de l'agenda 2030 des Nations Unies. C'était le 15 octobre dernier. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a décrété un cessez-le-feu unilatéral immédiat ainsi que la fin des opérations militaires et de toute action armée sur l'ensemble du territoire national. Un cessez-le-feu qui cependant aurait déjà été violé par les forces loyalistes, estime la coalition des patriotes pour le changement dans un communiqué publié ce lundi. Philoméntine. En Centrafrique, le cessez-le-feu serait-il menacé? Lundi 17 octobre, la coalition des patriotes pour le changement, CPC, mouvement armé rebelle, a accusé les forces loyalistes d'avoir violé le cessez-le-feu unilatéral immédiat décrété par le chef de l'État Faustin Archange Touadéra le 15 octobre 2021. À l'annonce de cette décision, la coalition rebelle n'avait même pas précisé si elle s'engageait ou non à le respecter. Les accusations mutuelles par voie de presse entre le pouvoir et les rebelles, et surtout le regain de violence dans certaines localités du pays, font aujourd'hui que les observateurs peuvent douter de l'applicabilité effective sur le terrain du cessez-le-feu décrété unilatéralement par le président Archange Touadéra. Il faut dire que face à cette situation, la communauté internationale, qui bien sûr a encouragé le pouvoir de Bangui par rapport à ce cessez-le-feu, devrait s'impliquer d'une manière plus importante afin d'encourager les différentes parties
d'aller effectivement dans l'application de cette paix et surtout de faire en sorte que les civils soient épargnés par rapport aux violences qui sont constatées aujourd'hui. La coalition rebelle a indiqué que selon des sources locales et sécuritaires, certaines localités auraient été attaquées et pillées par les forces russes samedi 16 octobre. Par ailleurs, depuis fin février 2021, suite aux différentes opérations militaires, les forces loyalistes avaient été notamment accusées de nombreuses arrestations arbitraires, de viols collectifs, de pillages, saccages et occupations de bâtiments publics, entre autres, dont une partie imputée aux rebelles de la CPC. La communauté internationale a un rôle très important à jouer. Désormais, les acteurs centrafricains ne peuvent plus rester entre eux. La CIRGL ainsi que l'ONU, sans doute aussi l'Union africaine, devraient normalement s'impliquer d'une manière effective afin que ce cessez-le-feu soit constaté sur le terrain et non pas, je dirais, violé tel qu'on peut le constater aujourd'hui. Si les observateurs doutent encore de l'applicabilité du cessez-le-feu sur le terrain, la communauté internationale estime que la décision du président Archange Touadéra est l'aboutissement d'un long processus diplomatique. Le chef de l'État centrafricain avait émis sa volonté de privilégier le dialogue dans le règlement de la crise qui secoue le pays en décrétant un cessez-le-feu unilatéral immédiat. Intensifier la lutte contre la propagation du coronavirus, tel est l'enjeu de l'opération Coup de poing lancée ce 18 octobre par le Premier ministre Anatole Kone-Makosso au Congo. Avec cette opération qui doit durer 45 jours, les autorités ambitionnent de vacciner au moins 750 000 personnes. Roberto Bokbe. Une opération Coup de poing repartie en 7 étapes ou mieux encore, 7 urgences dont la première est la vaccination. Le Premier ministre du Congo veut agir efficacement pour accélérer la cadence dans ce pays où les statistiques ne sont pas importantes en matière de vaccination, les populations étant réticentes. Officiellement, seulement 4,3% de Congolais sont vaccinés contre le Covid-19. Il est envisagé de vacciner au moins 750 000 personnes au cours de l'opération Coup de poing, ce qui va nous permettre d'atteindre un total de 1 029 089 personnes vaccinées, soit une couverture vaccinale de plus de 20% et espérer atteindre au moins 30% à la fin de l'année, puis 60% à la fin du premier semestre 2022. Le 18 octobre, le Premier ministre a officiellement annoncé l'apparition de la 3e vague de la pandémie de Covid-19 en République du Congo, avec Brazzaville comme épicentre. Une autre articulation de l'opération Coup de poing, le renforcement et le contrôle du respect des mesures barrières devrait contenir sa propagation selon le chef du gouvernement. Une lutte dont l'efficacité dépend elle aussi de l'adhésion. Nous devons faire comprendre à nos compatriotes l'importance de la vaccination parce que le vaccin n'a aucun effet secondaire qui pourrait aboutir à des choses fâcheuses, puisque nos compatriotes se plaignent des restrictions qui ont été imposées, qui sont liées à la Covid. Le meilleur moyen d'en sortir, c'est tout simplement d'aller à la vaccination, parce que la vaccination va permettre que tous ceux qui le seront, d'abord ne développeront plus jamais de forme grave de cette pandémie épouvantable, et en plus nous permettront de retrouver la vie normale. À ce jour, le Congo a enregistré près de 16 000 cas confirmés de Covid, dont 231 décès recensés en milieu hospitalier. Le gouvernement s'est engagé à augmenter la capacité de diagnostic de 1 000 à 3 000 tests par jour afin d'endiguer la pandémie. Health Promotion Levy, c'est le nom de la taxe sud-africaine mise en place sur les boissons sucrées non alcoolisées qui contiennent plus de 4 grammes pour 100 millilitres. Une taxe instaurée en vue de lutter contre l'obésité. 3 ans après son entrée en vigueur, cette stratégie gouvernementale a-t-elle porté ses fruits? Élément de réponse avec Roberto Bokbe. La consommation de boissons gazeuses a fortement progressé au cours des 50 dernières années en Afrique du Sud, favorisant l'augmentation de l'obésité au sein de la population. L'instauration d'une taxe sur les boissons sucrées en 2018 est en train d'inverser cette tendance, notamment avec la baisse drastique de la consommation de celle-ci, une mesure que saluent les autorités. En adoptant ce projet de loi, le Parlement sud-africain a montré qu'il existe des mesures réalisables pour lutter contre les maladies non transmissibles. Le projet de loi sur la taxe sur les boissons sucrées ouvre la voie à l'Afrique du Sud pour qu'elle rejoigne le mouvement mondial croissant des nations qui utilisent des politiques fiscales pour réduire la consommation de produits malsains.
Dénommée Health Promotion Levy, la taxe sud-africaine sur le sucre est appliquée pour toutes les boissons sucrées non alcoolisées contenant plus de 4 grammes sur 100 ml. L'État prélève 2,1 centimes de rand pour chaque gramme supplémentaire, ce qui entraîne une hausse d'environ 11% du prix d'une canette de Coca-Cola par exemple. La hausse des recettes fiscales générées par cette mesure sert notamment à soutenir des initiatives de promotion d'une meilleure alimentation. Il est vraiment en fait important de réduire cette quantité parce que ça nous cause ces problèmes qui peuvent, dans le cas où ils ne sont pas pris en charge de façon médicale ou bien de façon nutritionnelle, dégénérer et conduire à d'autres pathologies comme par exemple l'hypertension artérielle dans les maladies cardiovasculaires, peuvent également conduire à une insuffisance rénale, particulièrement le diabète. Ensuite, on a l'obésité qui est un facteur de risque à beaucoup d'autres maladies rencontrées telles que les maladies rhumatismales, on peut citer l'arthrose, on peut citer la goutte. Au cours de l'exercice fiscal 2018-2019, première année d'application de la Health Promotion Levy, les revenus générés par la taxe ont dépassé les prévisions, atteignant 3,19 milliards de rand contre une estimation de 2,396 milliards. Cependant, les recettes ont baissé de 23% l'année suivante et devraient suivre cette tendance pour l'exercice fiscal 2020-2021 avec 1,95 milliard de rand attendus. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.